Bonjour, c'est un grand plaisir que d'être ici parmi vous. J'aimerais vous ramener au 12 décembre 2015 au Bourget à Paris. J'étais au premier rang, un grand privilège lorsque Laurent Fabius a fait tomber le marteau pour sceller les accords de Paris, donc au Bourget. C'est un moment très particulier. Je voudrais partager un petit peu cette expérience, le grand 8 des émotions ce que j'en ai retiré, ce que j'essaie de mettre en œuvre dans mon travail avec des entreprises qui travaillent dans le domaine du changement climatique et partager cela avec vous. Tout d'abord, le Bourget, ça a été 2 semaines de négociations échevelées, folles. On y travaillait 24 heures sur 24 en ne dormant pratiquement pas, vraiment des montagnes russes émotionnelles. Ça va être génial, ça va être un four. Les Vénézuéliens vont tout ficher en l'air, les Saoudiens vont faire ceci, les Américains vont faire cela. J'ai travaillé beaucoup avec Christian Ferreguerre, c'est son équipe qui a eu l'amabilité de m'inviter au premier rang. J'étais un des premiers tout devant et j'étais extrêmement enthousiaste. Et puis au fur et à mesure que les gens entraient dans cette pièce, l'enthousiasme montait, un enthousiasme presque enfantin. Tout le monde savait que le texte était très ambitieux et que le texte allait être voté. On avait des gens extrêmement sérieux, John Kerry, Todd Stern, les représentants de l'Inde et de la Chine, se donner l'accolade, prendre des selfies, se taper sur la panse. Il y avait vraiment une atmosphère de fête. On a l'impression qu'on avait fait du bon boulot. On s'est assis, puis Christian Figueres et Laurent Fabius sont arrivés et on a pensé que ce serait une formalité, il y aurait les discours et puis il ne s'est rien passé. Et puis les gens, petit à petit, ont disparu de la scène. Et donc, l'ambiance est passée de l'enthousiasme à la confusion, à la préoccupation, la crainte. Peut-être que ça va foirer, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et ça a duré environ 2 heures. Pendant 2 heures, on a été comme ça, dans cette expectative. John Kerry est allé à l'avant de la scène. Il y a eu un petit conciliabule entre Indiens et Américains. Personne ne comprenait ce qui se passait. Et je peux vous dire, maintenant, je peux vous révéler ce qui s'est passé parce que ça ne pose plus aucun risque. Eh bien, il y avait en fait une toute petite erreur dans le texte imprimé. Dans l'article le plus important de la Convention, il y avait une phrase qui disait « Les partis mettront en œuvre shall ». Alors que c'est en anglais entre shall et should. Il y a une notion différente juridiquement entre l'obligation et la recommandation. La différence était entre la possibilité pour le président des États-Unis, la possibilité de ratifier lui-même ou l'obligation de consulter le Congrès, ce qui aurait signifié que ce ne serait jamais ratifié. Donc cette petite erreur a failli tout faire capoter à la dernière minute. Mais le défi pour les bureaucrates, c'était on ne peut pas dire ça à tout le monde parce que alors là, tout le monde va regarder ce changement. Donc, il a fallu 2 heures, pour voir comment résoudre cela. Puis Laurent Fabius est arrivé. Laurent Fabius a commencé à présenter quelqu'un qui expliquait qu'il y avait quelques erreurs textuelles avec cette course à la traduction puis à l'impression de 4 milliers de copies. Et puis... Donc, tout le monde a sorti son exemplaire. Il a dit article 1, paragraphe 2, il faut modifier ça, le if au lieu de off, là, dans tel endroit, shall au lieu de should, etc. Enfin, tout le monde, en fait, a été amené à corriger son exemplaire et il ne s'est rien passé. Donc, ça a été vraiment un exercice bureaucratique absolument extraordinaire et vraiment bien fichu à la dernière minute. Et puis, eh bien, le marteau de Laurent Fabius est tombé et on a célébré de nouveau la conclusion de cet accord. C'est pour moi peut-être le traité qui s'avérera le plus important traité multilatéral jamais souscrit par des êtres humains. L'histoire le dira, mais
Ce succès se fondait sur quelque chose que j'appelle la diplomatie de l'amour. Ce n'est pas le type de langue qu'on entend lorsqu'on va parler des entreprises du changement climatique, mais je voudrais l'illustrer par quelque chose qui s'est passé juste après. Je vais revenir sur les éléments que j'essaie de mettre en œuvre dans mon travail. Immédiatement après l'accord, les différentes parties, les différents pays ont été invités à s'exprimer. C'est d'abord le représentant d'un petit État insulaire qui s'est exprimé. C'est les pays pour qui cet accord est complètement vital. Et il a parlé à Laurent Fabius. Il y avait un écran de 10 mètres et je pouvais voir quand il s'est adressé à Laurent Fabius les émotions. Il a regardé Laurent Fabius dans les yeux. Il a dit « Cher Laurent, je voudrais que tu saches au nom des habitants de mon petit État insulaire qu'aujourd'hui, on a l'impression pour la première fois d'avoir été entendu. Aujourd'hui, on se sent entendu parce qu'il s'est passé quelque chose d'extrêmement puissant à Paris. Voilà, pour la diplomatie de l'amour. Alors, je vais vous en parler, les éléments de la diplomatie de l'amour. Il y a d'abord une responsabilité partagée, l'espoir radical. Alors, une responsabilité partagée. Eh bien, ce qui a été particulier à Paris, c'est qu'on a abandonné toute démarche hiérarchique ou l'idée qu'il y avait une personne ou un pays ou une organisation responsable. Les démarches hiérarchiques ne peuvent pas fonctionner. Au Pérou, le système des Nations unies a arrêté d'essayer d'imposer quelque chose depuis le sommet et d'inviter, d'attendre ce qu'il y avait le mieux partout. Et donc, la Convention des Nations unies contre le changement climatique a décidé de fonctionner de cette manière. Et puis, il s'est agi de dire, voilà, ce n'est pas seulement l'affaire des pays, on a invité les entreprises, les villes, les États, les régions pour prendre acte de l'ensemble des ressources. Parce qu'une démarche hiérarchique imposée par le sommet ne fonctionne pas. Dans mon travail, on travaille avec une coalition d'entreprises et je me trouve confrontée à cela tout le temps. Comment nous donner responsabilité les uns aux autres? Comment? Parce que c'est assez naturel de vouloir contrôler, de vouloir prendre la responsabilité. Et c'est un vrai défi dans des mouvements comme le mouvement pour le changement climatique ou contre le changement climatique de reconnaître la responsabilité, l'autorité des autres, plutôt que de vouloir truster l'autorité. Et puis, deuxième aspect, donc les liens courageux, courageous connections, dont le marteau est tombé. Et il y a eu un représentant du Venezuela, un pays marxiste, dans une conférence avec beaucoup de capitalistes. C'est comme ça qu'ils voient le monde. Et la représentante du Venezuela est célèbre pour avoir, il y a quelque temps, tapé si fort sur la table pour obtenir l'attention que sa main s'est mise à saigner et qu'elle a levé sa main en disant « Combien de sang latino-américain devra-t-il encore être répandu avant qu'on nous écoute ?» Et Fabius a eu le génie de lui donner la responsabilité de rédiger certaines parties du texte et elle l'a remercié d'avoir permis aux camarades du Venezuela de jouer un rôle fondamental dans la rédaction de ce traité. Et dans notre travail, peut-être le meilleur exemple de cela, personnellement, c'est qu'on m'a dit il y a quelques temps qu'il fallait que je consacre davantage de temps sur les sujets centraux et pas tant parler du changement climatique. Et hier, l'année dernière, je suis allée à une conférence sur le pétrole et l'argent. Et je suis allée à cette conférence où je ne connaissais personne, où je me sentais comme un petit garçon, où j'étais un petit peu effrayée, je dois dire. Et puis, il y a un homme qui s'est assis à côté de moi. J'avais encore plus peur. Je disais, oh, je vais parler à un type du secteur pétrolier. Et puis, je lui ai parlé. Et je crois que le défi pour nous, c'est tous d'essayer de parler à des gens d'autres tribus. C'est tellement facile de parler à des gens qui pensent comme vous. Effectivement, c'est dangereux. On risque d'être déçus ou de les décevoir. On risque de devoir modifier la façon dont on regarde les choses, mais je suis sortie de cette conversation enrichie. Je pense que c'est très important dans notre travail. Il y a quelques mois, nous avons une conférence à Londres avec sur scène le PDG de Suncor, Steve Williams, la plus grande entreprise énergétique du Canada, et ce Paul Berman, l'un des militantes les plus distinguées dans la lutte pour l'environnement. On avait d'un côté donc les sables bitumineux et de l'autre côté l'écologie.
Et ils ont réussi, ils ont parlé de 2 ans de conversation en coulisses pour essayer justement de débloquer la politique climatique dans l'Alberta. Et en fait, ils ont tous les deux été critiqués en tant que traîtres. Imaginez un écologiste qui passe du temps avec un mania du pétrole, et même chose dans l'autre sens. Donc, ils ont tous les deux été traités de traîtres. Ils ont eu le courage de prendre contact au-delà de ce conflit et de produire la législation la plus progressiste en matière d'énergie dans l'Alberta, autour des sables bitumineux et d'un certain nombre d'autres points techniques. Et puis, troisième élément de diplomatie amour, c'est ce que j'appelle l'espoir radical. Christiana Figueres en est l'incarnation. Elle parle d'optimisme radical. Et pour moi, ça a commencé il y a 4 ans. J'ai travaillé sur des projets où nous mesurions la façon dont les entreprises réalisaient des résultats en matière de changement climatique. Et on m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu arrives à donner un A à quelque entreprise que ce soit? Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait que tout change. Parce que son idée, c'est si une entreprise ne fait pas suffisamment de choses, eh bien, il ne faut pas lui donner un A. Donc, on pense maintenant, on a une démarche différente qui est fondée sur des objectifs. Quand on a commencé, tout le monde nous disait qu'on était fous. Pourquoi est-ce que les entreprises feraient ça alors qu'aucun pays ne met en œuvre ce type de législation? Cette espérance radicale, cette idée que quelque chose est possible de se faire traiter de doudingue parce qu'on espère quelque chose qui est si difficile, eh bien, c'est cet espoir radical. Pour l'heure, seuls 5 pays ont soumis des plans considérés comme pertinents. Mais il y a des centaines d'entreprises, des régions, des villes qui l'ont fait. Et c'est l'espoir radical qu'une solution existe réellement plutôt que se contenter de faire des petites choses. Je vais partager avec vous une autre histoire qui concerne donc l'autre côté de l'Atlantique, mais je n'ai plus de temps. Pour résumer, nous avons beaucoup de choses à apprendre de cet accord de Paris. J'essaie de les mettre en œuvre dans mon travail. Il faut essayer de faire juste. Les gens sont tentés à éviter le conflit, mais ensemble, si on arrive à espérer, à créer ces liens, à appliquer cette diplomatie de l'amour, alors on aura plus de chances de réussir les promesses qui ont été faites à Paris.